Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Nordine Idir, secrétaire générale du mouvement des jeunes communistes de France. Bonsoir. Bonsoir. Alors Nordine Idir, hier soir François Hollande est intervenu dans le 20h de TF1 pour évoquer notamment la Syrie. Il a abordé aussi quelques questions de politique intérieure. Vous, qu'est-ce que vous avez retenu tout particulièrement de cette interview de François Hollande hier soir ? J'ai retenu une certaine déception dans le sens où il y a un changement de cap qui était nécessaire, qui n'est toujours pas entendu. Donc finalement, une espèce d'aveuglement et surtout un renoncement par rapport aux promesses de changement de 2012. Puisqu'encore une fois, on fait des nouveaux cadeaux fiscaux au patronat, aux plus riches. On tourne le dos à ceux qui ont porté le changement l'an dernier. Alors, on va parler, Nordine Idir, des questions de politique intérieure dans un instant, mais j'aimerais tout de même qu'on s'arrête sur la Syrie. Pour quelles raisons le Parti communiste et les jeunes communistes, j'imagine, sont-ils hostiles à des frappes militaires contre Bachar el-Assad ? Nous sommes hostiles pour plusieurs raisons. D'une part parce que ajouter de la guerre à la guerre, du sang au sang, n'a jamais résolu aucun conflit. J'en veux pour preuve que la dernière intervention en Libye en 2011 n'a fait que rajouter de la déstabilisation et des violences communautaires, enfin vraiment créer un climat de terreur, de violence extrême, n'a pas favorisé une ambition démocratique qui était portée par le peuple libyen, pardon. Et donc là, c'est la même chose, et y compris, il faut attendre vraiment les résultats de l'enquête de l'ONU pour qu'on puisse réellement établir qui sont les responsables de cette attaque chimique. Et puis au-delà, c'est surtout aller vers une solution politique, puisque c'est bien ça qui permettra l'arrêt des violences. Et on y reviendra peut-être, mais la France a une lourde responsabilité pour agir en ce sens. Alors justement, vous dites que la France a une lourde responsabilité dans ce dossier syrien. Le président Hollande a dû réviser son calendrier quand Barack Obama a choisi d'attendre le vote du Congrès. Finalement, ce vote n'a pas eu lieu, car il y a eu ces négociations de Genève. La France a été écartée de ces négociations. Vous avez le sentiment que la France aujourd'hui est isolée diplomatiquement ? Je ne sais pas, en tout cas j'ai plutôt l'impression que la France a porté la voie de l'escalade de la violence plutôt que la voie de l'apaisement. Effectivement qu'elle a été isolée non seulement en Europe, mais surtout auprès de son peuple et des peuples européens, des peuples du Moyen-Orient, qui n'aspirent qu'à une chose, l'arrêt des bombes et enfin la discussion politique. Avec tous les acteurs de la guerre et évidemment ça ne peut être que regrettable, et on espère que la France va enfin prendre ses responsabilités et aller et pousser une démarche de dialogue et d'échange plutôt que d'amener de la guerre à la guerre. Vous avez le sentiment que la France a choisi un camp plutôt que d'être au-dessus des partis ? En soutenant par exemple l'opposition syrienne, vous regrettez que la France soutienne l'opposition syrienne ? Alors, deux choses. D'une part, l'opposition syrienne, elle est multiple. Elle est évidemment composée du Conseil national syrien, mais nous, ce qu'on regrette, c'est de ne pas reconnaître la pluralité des oppositions, qui malheureusement ne s'unissent pas, et y compris le Conseil national syrien, l'armée syrienne libre. On sait qu'elles sont gangrénées par des forces islamistes, soutenues par des pétromonarchies qui sont loin d'être des modèles de démocratie, et où malheureusement notre gouvernement est beaucoup moins regardant sur ses relations diplomatiques. Donc ça nous pose évidemment problème, et nous portons qu'une solution, qu'une voie. Ce n'est pas de prendre parti pour l'un ou pour l'autre des belligérants, c'est de prendre parti pour le peuple qui est victime de ces bombardements, 100 000 morts, des millions de réfugiés. On ne peut que déplorer tout ça, et nous on appelle vraiment à ce que la solution politique soit mise sur la table, parce que c'est la plus juste, la plus efficace, et c'est celle qui permet de mettre le peuple syrien au cœur de la solution. Et la solution politique, elle passe par le départ obligatoire de Bachar el-Assad ? Écoutez, on a une vraie difficulté à connaître les revendications exactes du peuple syrien et différentes composantes de l'opposition. Si tel est le souhait du peuple syrien, évidemment, nous les soutiendrons. Nous, en tout cas, ce qu'on veut évidemment
pousser, c'est que cette dictature sanguinaire puisse en finir. Par contre, elle ne peut pas être remplacée par une autre dictature, par un système encore plus violent ou du même acabit. Voilà, c'est pour ça que la solution politique, elle doit permettre à ce que le peuple syrien puisse s'exprimer, et c'est bien ça qui a été dévoyé depuis 2 ans. Nordine Idir, j'aimerais qu'on aborde à présent les questions de politique intérieure avec cet événement pour la droite française. Un ancien Premier ministre, François Fillon, a mis sur le même plan le Parti socialiste et le Front national. C'est-à-dire qu'en clair, s'il y a le choix entre le PS ou le FN, il votera ou il appellera à voter pour le moins sectaire des deux. C'est la première fois qu'un responsable de droite de ce niveau fait ce rapprochement entre le PS et le Front national. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite phrase de François Fillon ? Ça ne m'inspire que du mépris et du dégoût, puisque voilà, encore une fois, on banalise l'extrême droite, on rompt ce cordon sanitaire, et finalement on essaie de le traduire comme un parti politique comme les autres. Et je rappelle quand même que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant de la droite dite républicaine tient des propos de ce genre ou des actes, puisque je rappelle qu'il y a eu des échéances électorales où la droite s'est alliée avec l'extrême droite. Mais ça, c'était au niveau local. Là, c'est un responsable national. Tout à fait, sauf que ces échéances locales dont je vous parle, ça s'est fait avec des dirigeants nationaux de la droite, notamment Jean-Claude Gaudin en région PACA il y a quelques années. Ça s'est fait dans la région du Rhône avec Charles Millon. Voilà, mais au-delà de ça, malheureusement, je ne suis plus étonné de la part d'une bonne partie de l'UMP de cette banalisation des thèses de l'extrême droite et surtout de la manière dont on traite le Front National d'un parti comme les autres, y compris, ils ne sont pas à leur premier état de fait, puisque, je finis là-dessus, je rappelle aussi que nous, malheureusement, on a déjà été visés par ces invectives, puisque on met sur le même plan ce qu'on appelle la gauche de la gauche radicale, on l'appelle comme on veut, dont on peut faire partie. En tout cas, nous, on est des gens responsables et constructifs. On nous met sur le même plan que le Front National, alors que nous sommes profondément attachés aux valeurs républicaines, ce qui n'est pas le cas du Front National. Alors, comment vous expliquez ce revirement de François Fillon, Nordine Idir ? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il essaye de se raccrocher. C'est un peu la course à l'échalote à la direction de l'UMP. Il y aura prochainement un renouvellement de direction, si jamais ils ne font pas comme la dernière fois, un transparent et honnête. Et du coup, voilà, c'est dans la même logique continuité qu'il y a depuis 10 ans de banalisation. Et malheureusement, certains sondages montrent que l'augmentation des scores du FN traduit une radicalisation de l'électorat de droite. Et finalement, c'est peut-être une espèce de jeu de séduction vis-à-vis de cet électorat de droite. Mais alors, ce qui est plutôt surprenant, c'est que jusqu'ici, on voyait plutôt Jean-François Copé comme l'homme qui se droitisait. On se souvient de l'affaire du pain au chocolat. Et puis là, il prend le contre-pied de François Fillon en déclarant ce matin que l'avenir de l'UMP est en jeu, après ce qu'a dit François Fillon. Alors évidemment, on comprend que c'est dans le cadre d'une rivalité entre ces deux hommes, mais tout de même, on a l'impression qu'il y a une recomposition de la droite là, qui est en train de se produire, car François Fillon a été vraiment critiqué par plusieurs responsables de droite importants. Ça doit tout de même vous rassurer. Ça me rassure. Après, nous, plus que des paroles, on demande des actes. Voilà, on sait qu'il y a en tout cas une frange de la droite plutôt attachée au gaullisme, qui effectivement vraiment veut tracer cette démarcation, veut la maintenir. Donc on ne peut que s'en féliciter dans un cadre de dialogue cordial républicain. Par contre, on ne peut pas nier une chose, c'est que tant François Fillon que Jean-François Copé ont fait partie de la même majorité pendant 10 ans, qui a banalisé ces thèses de l'extrême droite. Et surtout, au-delà des formules, au-delà des petites rivalités, faut rappeler que ces deux hommes portent le même projet politique de destruction sociale, de casse des droits, et y compris prennent beaucoup d'idées à l'extrême droite. Mais pour en revenir au Front National, est-ce que vous avez le sentiment que le parti dirigé actuellement par Marine Le Pen est exactement le même que celui de son père, ou bien on peut reconnaître qu'il y a quand même des différences ? Évidemment que les partis évoluent avec le temps, avec
les individus qui les animent, qui les font vivre, évidemment, ça on peut pas le nier. Après, évidemment, sur le projet politique, nous on pense fondamentalement que rien n'a changé, et tout nous prouve que rien n'a changé, puisque au-delà d'un espèce de maquillage social, c'est toujours le même discours pro-entreprise, en tout cas pro-actionnarial, pro-patronat, avec une suppression de tous les dispositifs de protection sociale, la même chasse aux sans-papiers, le même discours raciste qui a évolué, teinté d'islamophobie maintenant, mais en tout cas, on a le même fond. Après, on est certain d'une chose, c'est que le danger du FN est plus grand, puisqu'il veut aussi profiter de ces barrières qui sont tombées avec la droite pour faire des alliances, et y compris, ils essayent de jouer une bataille de la crédibilité. Alors justement, cette bataille de la crédibilité de Marine Le Pen, elle passe notamment par un discours social. Elle concurrence d'une certaine façon l'extrême gauche en ayant un discours très offensif sur les droits sociaux, sur les Français qui ne se retrouvent pas avec leur pouvoir d'achat. Ouais. Quels arguments on peut apporter pour contredire ce discours ? On a l'impression, je prends par exemple le Parti Socialiste et l'UMP, qu'ils sont aujourd'hui à court d'arguments face à Marine Le Pen. Alors moi je pense qu'il y a un vrai renoncement à affronter idéologiquement le Front National. Nous en tout cas on l'a fait pendant la campagne électorale, mais je voudrais rappeler quand même deux choses. Le Front National, est-ce que vous l'avez entendu une fois sur la question des retraites ? En 2010, le seul propos qu'a tenu Marine Le Pen, c'est pour dire que les manifestants étaient des émeutiers qu'il fallait réprimer. Quand on parle de protection sociale, ou en tout cas quand elle veut s'en faire le chantre, on se rend compte qu'en fait, elle ne fait que stigmatiser la fraude de quelques milliers, qui est condamnable évidemment, de quelques milliers de gens qui bénéficient de prestations sociales et qui peuvent en abuser par le mensonge, mais elle oublie complètement la fraude patronale, qui est 10 fois plus grande, et là on n'entend plus bizarrement. Et c'est toujours ce même discours de stigmatisation des pauvres, des chômeurs et des immigrés, et nous en tout cas on sera toujours là pour déconstruire son discours et son maquillage social, puisqu'il ne repose sur aucun fondement économique, et surtout il valide toujours les thèses patronales derrière. Et pourtant elle combat sur le thème de l'insécurité économique, pas seulement l'insécurité liée à la délinquance. Donc là le problème c'est qu'elle est écoutée, notamment dans les zones dites périurbaines. Vous qui êtes un militant communiste, vous êtes également sur le terrain. Comment vous faites pour parler à des Français qui se laissent séduire par ce discours ? Moi je pense qu'ils se laissent d'autant plus séduire malheureusement que souvent dans ces zones périurbaines comme vous dites ou ailleurs, ce sont souvent des gens isolés qui se sont abandonnés, très souvent à titre légitime. Et effectivement, c'est notre rôle d'aller à la discussion, d'aller marquer le terrain pour déconstruire les idées reçues. Vous parlez avec les électeurs du Front National, ça ne vous dérange pas ? On en a peut-être certainement croisé. Par contre, je vais pas dire que ça me dérange pas, y compris, entre guillemets, avec ma tête de métèque. Souvent, je peux bénéficier entre guillemets malheureusement d'insultes ou d'invectives. Donc non, évidemment, mais en même temps, on veut pas banaliser. C'est peut-être vers ces personnes-là qu'il faut aller aussi. Ouais, sauf que faut pas oublier une chose, c'est que pour beaucoup de gens, la déception, l'amertume, elle se traduit dans l'abstention, le rejet de la politique. Donc ne faisons pas non plus trop de chou d'une réalité qui évidemment malheureusement progresse, celle du Front National, mais aussi de ces millions de gens qui ne se retrouvent pas dans son discours, dans un discours de haine, de mépris. Et voilà, c'est tout ça, on peut aller les voir. Et y compris, je finis sur une chose, c'est que la médiatisation dont bénéficie Marine Le Pen est tout aussi scandaleuse et aussi proportionnelle que la manière dont nous sommes absolument pas médiatisé. Je me félicite en tout cas que vous nous invitiez. Merci Nordine Idir, vous êtes notre invité sur Radio Orient. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau de Pluriel avec Nordine Idir, secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Alors avant la pause, vous étiez en train de nous expliquer que finalement, si Marine Le Pen monte, c'est en partie de la faute des journalistes. C'est toujours de la faute des journalistes. Non, j'ai absolument pas dit ça. Par contre, on a une espèce de course au sensationnel, une course à... Finalement, où on parle plus au trip qu'à l'intelligence des gens en mettant en avant des faits divers. Donc vous pensez au bijoutier de Nice ? Au bijoutier, mais pas que. Et n'oublions pas que Nicolas Sarkozy, pendant 10 ans, a mené sa stratégie politique autour d'événements comme ça.
et avec une communication très habile. Donc voilà, malheureusement, on ne peut être que déçu de ça. Et moi, je dis pas je ne dis absolument pas que ça ne passe que par les médias, cette colère-là. Par contre, il y a une responsabilité des médias dans le débat démocratique qui existe dans notre pays, en tout cas qui est pas à la hauteur des enjeux et des débats et vraiment qui traduit un manque de pluralisme de toutes les forces politiques. Alors, manque de pluralisme de toutes les forces politiques, Jean-Luc Mélenchon, j'ai quand même l'impression qu'on l'entend beaucoup dans les médias. Alors vous me direz, il n'est pas communiste, c'est le parti de gauche, mais enfin, vous êtes tout de même sur le même bateau. Bien sûr. Alors ça, il n'y a aucun souci là-dessus, on s'en félicite quand évidemment il peut faire valoir nos idées, puisqu'on fait partie du même rassemblement. Mais on n'invite que lui, c'est ce que vous voulez dire. Non, la dernière fois j'ai vu aussi Pierre Laurent à la télé, moi ça m'arrive d'avoir quelques passages aussi. Par contre, si on prend les temps de parole liés au groupe parlementaire, il faut savoir que le groupe Gauche démocratique et républicaine, où siègent les députés du Front de gauche, est le 4e groupe parlementaire. Donc à ce titre, il mériterait un temps de parole, en tout cas proportionnel à ce qu'il est. Je rappelle que les communistes sont la 3e force politique en termes d'élus locaux. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on veut voir traduire dans les médias. Si on devait comparer par exemple avec les écologistes, vous trouvez que les écologistes, on les entend un petit peu trop par rapport aux communistes ? Non, y compris, j'ai pas l'impression qu'on les voit plus souvent que nous également. Non, moi je veux... C'est plutôt Marine Le Pen, vous trouvez qu'elle a une surexposition médiatique ? C'est pas que Marine Le Pen, si vous voulez, c'est non seulement le temps de parole des politiques, et nous, voilà, le Front National est un parti, donc il a le droit de s'exprimer dans les médias. Par contre, il y a des règles du CSA qui expose des logiques de proportionnalité du temps de parole liées à son poids politique dans les assemblées, Sénat et Assemblée nationale. Et deuxièmement, ce que je regrette, c'est que quand on a des débats économiques, quand on a des débats sur la sécurité ou d'autres sujets, on a très souvent des éditorialistes de médias classés plutôt à droite et qui ne s'en cachent pas. Oui, et vous avez aussi d'autres gens comme Geoffroy Didier qui trouvent qu'on manque d'éditorialistes de droite, qu'il y a plutôt des gens de gauche dans les médias. Mais ça, c'est le discours de l'UMP depuis 10 ans, et qui, là, pour le coup, en plus, est un langage vraiment de l'extrême droite. Sur le discours du politiquement incorrect, sur le discours des tabous. En fait, c'est toujours de faire croire qu'on est la victime, qu'on est la force acculée, qu'on apporte quelque chose de nouveau, qu'on veut que la haute société veut soi-disant le cacher, alors que ces gens incarnent la haute société, portent le projet, les intérêts de la haute société, et il ne manque pas de toupet. Alors, Nordine Idir, vous dirigez un mouvement de jeunesse. Est-ce qu'on pourrait parler des jeunes et le Front National ? Comment vous expliquez que vraiment beaucoup de jeunes actuellement rejoignent Marine Le Pen, que son discours séduise en particulier les jeunes ? Peut-être est-ce dû à la précarité de la jeunesse en France, mais il y a aussi un recrutement de jeunes, je dirais, au niveau local. On a vu par exemple le candidat à Villeneuve-sur-Lot aux législatives, il était vraiment très jeune, et Marine Le Pen est en train de promouvoir beaucoup de jeunes pour les prochaines municipales. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui rejoignent Marine Le Pen ? Visiblement, c'est le parti qui attire aujourd'hui cette jeunesse. Alors ça, je reste très circonspect puisque j'attends de voir des chiffres, je ne sais pas si vous en avez. J'ai pas de chiffres, mais en tout cas, vous voyez vraiment qu'il y a un renouvellement des candidats. Le Parti Socialiste est un vieux parti, donc il y a effectivement des gens qui se représentent. Marine Le Pen a très peu d'élus locaux, donc évidemment, il y a des nouveaux candidats et ils sont jeunes. Alors je pense que ça fait partie d'une stratégie très habile de montrer... par le biais de candidatures jeunes, le fait d'avoir un parti jeune. Encore une fois, nous, on attend les chiffres et je rappelle aussi qu'on reste la première organisation de jeunesse politique et que surtout, on a aussi connu, nous, en tant qu'organisation, mais aussi à travers la dynamique du Front de gauche, beaucoup de jeunes qui nous ont rejoints. Du coup, je rappelle aussi qu'une étude de l'INSEAD a montré que le vote Jean-Luc Mélenchon en 2012 était supérieur au vote Marine Le Pen dans les catégories des 18-24 ans. Donc voilà, là il y a des chiffres, ce sont des faits. Donc voilà, après je ne nie pas le fait qu'il y a des jeunes qui rejoignent le Front National. Par contre, je tiens à préciser une chose. Les jeunes qui rejoignent souvent ces mouvances-là, ce sont très souvent des jeunes malheureusement que nous on côtoie, pas dans le terrain de la discussion politique, mais de la violence politique. À Grenoble, à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse,
on a malheureusement des cas de militants qui se font agresser, persécuter, suivis jusqu'à leur domicile par ces militants. Et voilà, c'est pour ça que je vous dis que l'image que veut donner ce parti et toutes les mouvances qui gravitent autour du Front National est bien loin de la réalité d'un parti qui a toujours les mêmes pratiques. Et là, pour le coup, un vieux discours, toujours le même, la haine, le mépris et la division. Alors, le 10 septembre dernier, le Parti communiste a manifesté aux côtés des syndicats qui dénoncent la nouvelle réforme des retraites. D'abord, est-ce que vous pensez que c'est une réforme de gauche ? Non. Non, puisque ça ne peut pas être une réforme de gauche à partir du moment où elle valide des réformes qui ont été menées par la droite depuis 20 ans, à partir du moment où elle valide l'idée que l'espérance de vie augmente, alors que depuis 2006, ça n'est pas le cas, surtout l'espérance de vie en bonne santé, notamment chez les ouvriers. Donc ça, c'est du politiquement incorrect, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de dire quelque chose, on vieillit, on reste en vivant plus longtemps, ça vous dites qu'on est en train de nous mentir. Il y a des grandes inégalités dans l'espérance de vie, et malheureusement on a des prémices en tout cas d'inquiétude, puisque dans les pays de l'OCDE, notamment d'Europe occidentale et des États-Unis, on connaît des premiers éléments de reflux de l'espérance de vie suite aux politiques d'austérité, aux politiques d'appauvrissement. Je ne l'avais jamais entendu, ce que vous dites, je ne l'avais jamais entendu. C'est plutôt inquiétant. On espère que la tendance ne va pas se confirmer. Et puis au-delà de ça, sur la réforme, je rappelle que l'allongement de la durée de cotisation n'est absolument pas un phénomène irréversible, et que nous, en tout cas pour nous les jeunes, on y reviendra peut-être, on est vraiment inquiet, puisque ce qui se profile pour nous, c'est le fait de ne pas avoir une retraite pleine et entière. C'est-à-dire que si cette réforme est mise en œuvre, le problème c'est que vous serez forcé, parce que les seniors sont au chômage, de partir avant d'avoir cotisé suffisamment, et donc vous aurez de toutes petites retraites. C'est ça qu'il faut expliquer. Je vais vous donner un exemple. Si un jeune commence... Vous avez quel âge ? Je vais vous poser la question. J'ai 27 ans. Voilà. Et vous avez commencé à travailler à quel âge ? Alors j'ai commencé à travailler il y a 2 ans maintenant. Alors après j'ai fait des petits jobs quand j'étais étudiant. Est-ce que vous avez calculé à partir de quel âge vous pourrez aller à la retraite ? Non, j'ai pas calculé. Par contre, j'ai des camarades qui l'ont calculé sur le site qu'a mis en place le gouvernement. Et donc ça leur fait une retraite au-delà de 67-68 ans. Et donc je vais vous prendre juste le schéma idéal où un jeune commencera à travailler à 25 ans. Après un parcours d'études entre guillemets classique, en tout cas pour la majorité, beaucoup de jeunes qui ont la chance de faire des études supérieures. À 25 ans, si vous avez une carrière stable, c'est-à-dire que vous restez en CDI avec une rémunération correcte, vous partez à 67 ans. Imaginez la réalité, alors que beaucoup de jeunes commencent à avoir un emploi stable au-delà de 25 ans. Je ne parle même pas des femmes qui ont des carrières encore plus courtes en raison des grossesses, des discriminations et autres, ou d'autres jeunes et citoyens qui sont discriminés en raison de leur origine. Vous vous rendez compte que le droit à la retraite, finalement, là, ils font comme neige au soleil. Et puis là, on ne parle pas du tout aussi de l'aptitude à exercer un métier quand on a 67 ans. Il y a plusieurs métiers où vous pensez que c'est totalement impossible. Je vous donne un exemple. Le nombre de gens qui travaillent la nuit a doublé en 20 ans. On est passé de 3,2 millions à plus de 7 millions. Toutes les études ont montré que le travail de nuit, si vous l'exercez un certain nombre d'années, vous réduit l'espérance de vie de 10 ans. Puisque voilà, ça change l'horloge biologique, etc. Ça réduit les aptitudes, etc. C'est très dangereux donc pour la santé. Alors certes, il y a des besoins, les fonctionnaires de police, les médecins, etc. Les journalistes qui présentent les journaux le matin. Voilà, il y a des métiers où ça fait partie de notre activité quotidienne, dans les services publics notamment. Et nous, ce sur quoi on est inquiet, c'est que finalement, on ne prenne pas en compte tous ces métiers pénibles. Et malheureusement, il y a un arsenal législatif dans le Code du travail qui a tendance à s'amenuire, notamment avec l'ANI, et qui va donc encore diminuer les droits des salariés. Et donc, c'est vraiment une logique qui va ensemble. Et en même temps, la pénibilité semble être prise en compte par le gouvernement. Et puis aussi, la question des carrières des femmes. Sur la pénibilité, la CGT avait recensé 12 secteurs de métiers. Le gouvernement n'en a repris que 3. Alors, il y a une première étape. Nous,
on va pas non plus dire que tout est négatif. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de secteurs qui sont éludés. Et je le disais précédemment auprès de vos confrères, la première des pénibilités, c'est la précarité. Et j'en reviens aux jeunes, puisque les jeunes exercent, la majorité des jeunes exercent un emploi précaire. En 2011, 80% des embauches ont été faites en CDD. Donc là, ça dépasse les questions de jeunesse. Donc on voit que la précarité, c'est des conditions de travail encore plus dégradées, etc. On peut parler de la souffrance au travail dans certaines entreprises, France Télécom, La Poste, Renault. Ça, c'est pas pris en compte. Et c'est pour ça que la question des conditions de travail, des rémunérations, elle doit aller de pair avec ce débat sur les retraites. Et on s'en félicite puisqu'on n'est pas les seuls à le porter. Pour l'instant, François Hollande a la majorité à l'Assemblée nationale. Effectivement, au Sénat, c'est plus difficile pour lui parce que là, le Parti communiste arrive à peser. Vous êtes condamné à attendre 2017 pour que les choses changent ? Non, pas du tout. Alors absolument pas, parce que, y compris qu'on sait que si on attend l'échéance de 2017... sans rien proposer, non seulement on ne fera pas preuve de notre crédibilité, mais on laissera les jeunes, les citoyens souffrir en silence, alors qu'ils n'ont absolument pas besoin de ça. Non, nous, on est force de proposition, et si on veut même interpeller le gouvernement, et si on veut travailler avec tous les parlementaires de gauche, et notamment la fête de l'UMA, ça a été un moyen de mener ce débat à gauche, c'est bien pour faire entendre des propositions dans l'Assemblée, mais aussi dans la rue. Les deux sont pas incompatibles, loin de là. Alors Nordine Idir, vous venez de faire allusion à la fête de l'UMA. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui au lendemain de cette fête de l'UMA. C'est le rendez-vous traditionnel du Parti communiste et au-delà de Français qui ont des préoccupations d'ordre progressiste, dirons-nous. Il y avait Jamel Debbouze hier d'ailleurs, je crois, sur scène. Vous, qu'est-ce que vous retiendrez de cette édition 2013 ? Déjà, je vous remercie de l'invitation. Et puis, c'est la fête du journal avant tout, pour promouvoir le pluralisme des idées, et puis l'idée effectivement d'un autre monde. Donc cette fête... c'est un grand village, hein, la fête. C'est un grand village, ouais, c'est une tradition qui évolue aussi avec son temps. Donc oui, voilà, moi ce que j'en retiens, c'est qu'au-delà de l'appui, on n'a pas eu de chance cette année, c'est d'avoir su donner de l'espoir à beaucoup de gens, et notamment beaucoup de jeunes, et surtout d'avoir encore une fois permis à ce que cette fête soit incontournable dans la rentrée politique, et puis voilà, de permettre le débat à gauche sur le nécessaire changement de cap, non seulement pour les jeunes, mais pour les travailleurs, pour les femmes, de ce pays, et y compris ça a été, voilà, on a fait résonner les voix de d'autres choix de société en France, mais aussi les voix de la paix en Syrie, en Palestine. Donc ça a été encore une fois un rendez-vous réussi, et on espère qu'il y en aura plein d'autres derrière. Alors à la fête de l'UMA, vous avez notamment assisté à la soirée Libérer Marouane Barghouti en présence de son épouse venue spécialement de Palestine à l'invitation de Patrick Le Yarrick. Est-ce que la Palestine est l'une des raisons de votre engagement auprès du Parti communiste ? Oui, et y compris chez les jeunes communistes, puisque c'est là que j'ai adhéré en premier. L'engagement internationaliste est vraiment primordial et fondamental pour nous. Et évidemment, la Palestine tient une place particulière, parce que l'anticolonialisme, on a vraiment sa cheville au corps, parce que la Palestine incarne toutes les problématiques internationales de ce monde, les questions de répartition de richesses, de terres, de liberté de circuler, de liberté de vivre, tout simplement. Et c'est pas un hasard que beaucoup de personnalités dans le monde, de peuples, s'indignent, se révoltent sur l'enjeu palestinien, puisqu'il traduit beaucoup de choses sur la condition humaine de notre temps. Donc évidemment, nous, on était forcément contents qu'on ait pu faire entendre cette voix de la Palestine, de la paix au Proche-Orient, avec Fadwa Barghouti, pour la cause de son mari. Alors, il y a une question que je me pose souvent à propos de Jean-Luc Mélenchon. On lui pose rarement de questions sur la Palestine. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion personnellement de l'interroger là-dessus. Est-ce que ses positions sur la Palestine sont exactement les mêmes que celles du Parti communiste ? En tout cas, on porte une revendication en commun, c'est la question de la reconnaissance
unilatérale dès maintenant de la Palestine par la France. J'ai plutôt l'impression qu'on se rejoint globalement sur nos positions. Après, en tout cas, nous, on travaille un certain nombre d'associations, notamment la FPS, la JPF et d'autres, BDS également. Après, voilà, nous, si Jean-Luc Mélenchon, ça peut être une occasion de publiciser encore plus notre combat, on s'en félicitera d'autant plus. Mais je peux vous parler d'un appel qu'on va faire signer de personnalités très prochainement. On va en parler juste après la pause. Vous êtes sur Radio Orient. Notre invité ce soir est Nordine Idir, secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes de France. On se retrouve dans un court instant. Dernière partie de Pluriel avec Nordine Idir, secrétaire général du Mouvement des Jeunes Communistes de France. On parlait de la Palestine juste avant la pause. Alors aujourd'hui, cette question israélo-palestinienne est reléguée au second plan. Il y a pourtant des négociations israélo-palestiniennes qui ont repris. On a commémoré il y a quelques jours le 20e anniversaire des accords d'Oslo. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'initiative que vous préparez sur la Palestine ? Tout à fait. Alors en fait... on mène une campagne nationale sur la question de la Palestine, où pendant un certain nombre d'années, on s'était battu pour la libération des prisonniers politiques. Marwan Barghouti, on en a parlé, mais également Salah Hamouri, qui était un prisonnier franco-palestinien que j'ai eu la chance de croiser d'ailleurs à la Fête de l'Humanité. Et au-delà, depuis maintenant un an et demi, on sait que l'autorité palestinienne, la majorité des partis politiques palestiniens, même tous, porte l'exigence de la reconnaissance d'un État palestinien dans les institutions internationales. On sait que souvent les mouvements indépendantistes d'autodétermination ont cherché à cette reconnaissance dans les instances internationales pour gagner en crédibilité et au-delà pour faire valoir leurs droits. Donc on considère que cet engagement est nécessaire et primordial et donc on veut que la France reconnaisse dès maintenant unilatéralement la Palestine, comme 130 États l'ont déjà fait. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il y a eu la reconnaissance à l'ONU, c'est un très bon pas, on s'en félicite. Par contre, on sait ce que ça peut provoquer la reconnaissance de la Palestine par la France. D'une part, les incidences diplomatiques, puisque c'est quand même un pays membre du Conseil de sécurité. Et voilà, au-delà de ce que peut incarner la France, en tout cas, un certain nombre de valeurs sur la scène internationale. Et puis pour les Palestiniens eux-mêmes, c'est des facilités diplomatiques derrière. C'est des facilités pour faire entendre leur voix, leur cause, qui, je rappelle, reste une cause universelle. Donc clairement, on veut que la France reconnaisse sans plus attendre. Et c'était une promesse du président Hollande, la numéro 59. Et quand la gauche n'était pas majoritaire dans les deux chambres, mais qu'elle avait le Sénat en 2011, elle avait voté cette reconnaissance. Donc que se passe-t-il ? Les deux chambres sont à gauche et on peut le faire tout de suite. Et donc vous allez appeler certaines personnalités ? Tout à fait. En fait, on avait déjà fait un précédent appel il y a 2 ans à ce sujet par rapport à la bataille qui se menait à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc nous, on va solliciter un certain nombre de personnalités, artistes, chanteurs, acteurs, sportifs. Je vous dévoilerai pas le nom par respect parce que on n'a pas leur accord, voilà. Et puis des personnalités politiques de tous bords d'ailleurs. Hein. Je rappelle que notre précédent appel, on avait notamment eu la signature d'Étienne Pinte, ancien député maire de Versailles, gaulliste reconnu. Donc voilà, on peut avoir des positions communes, et y compris il y a beaucoup d'élus socialistes, écologistes, qui travaillent localement dans des villes, à des projets avec des camps de réfugiés palestiniens, des villes palestiniennes. Souvent c'est nous et d'autres progressistes qui poussons à ça, donc on ne peut que s'en féliciter, mais voilà, il faut mettre cette question sur la place publique, parce que c'est l'enjeu. Si on ne règle pas la question de la Palestine, on ne réglera pas les enjeux des solutions politiques au Moyen-Orient. Alors Nordine Idir, vous êtes à la tête des jeunes communistes depuis le mois de novembre dernier, donc bientôt un an. Alors c'est un peu la tradition dans cette émission, à chaque fois que je reçois un invité pour la première fois, j'aimerais savoir un petit peu quel a été votre parcours jusqu'aux fonctions que vous exercez actuellement. Bon moi j'ai le parcours d'un jeune de banlieue. Alors on connaît votre âge, vous l'avez dit tout à l'heure, 27 ans. J'ai 27 ans.
Voilà, j'ai grandi en banlieue parisienne, Donc, à Saint-Ouen. Saint-Ouen, donc Saint-Ouen. très près des locaux de Radio Orient. Voilà, très près. Voilà, du coup, je connais un peu le coin. Puis au-delà, après, j'ai grandi dans le Val d'Oise. Et voilà, en tout cas, je suis resté plutôt dans le coin. Et au-delà de ça, plus sérieusement, j'ai fait des études de sciences politiques à l'université de Saint-Denis. C'est là où j'ai fait mes premiers pas dans l'engagement. Et que j'ai pris ma carte au mouvement Jeunes Communistes de France à l'occasion du mouvement contre le CPE. Donc voilà, c'est cet engagement-là, plus d'autres, puisqu'on sortait de la révolte, en tout cas ce qu'on appelle les émeutes, j'aime pas le terme, dans les quartiers populaires. Novembre 2005. Voilà. Donc il y a un petit peu tout ça qui a créé mon engagement. Et alors en même temps, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi les communistes, on a compris que vous êtes de gauche, il n'y a pas de problème, mais finalement il y a quand même une offre politique assez riche en France pour la gauche, du NPA d'Olivier Besancenot aux écologistes, au Parti Socialiste. Ouais. Pourquoi les communistes ? Déjà, faire le choix d'une organisation, ça se fait pas nécessairement en opposition à d'autres, puisque je me félicite plutôt que des gens s'engagent à gauche sur des valeurs communes, même si évidemment on n'est pas d'accord sur tout, puisque nous en tout cas on porte une perspective révolutionnaire, mais qui reste évidemment pas de l'ordre du blabla, mais vraiment ancrée à une réalité aussi. Et ça je l'ai connu dans ma jeunesse, puisque j'ai grandi dans ce qu'on appelle la banlieue rouge, donc voilà. Des élus pas comme les autres, en tout cas qui se disent comme tels, proches des gens, des élus ouvriers, voilà, c'est peut-être ça qui a fait sens. Et puis il y a des sujets qui nous m'ont peut-être rapprochés, comme la question de l'Europe, puisque 2005 c'était la bataille du traité européen. Voilà, c'est d'ailleurs comme ça que s'est constitué le front de gauche, grâce à cette bataille. C'était une espèce de prémisse, effectivement, même si ça s'est fait 3 ans après, en 2008. Mais en tout cas, évidemment, ça a prouvé que le rassemblement des progressistes pour faire entendre d'autres choix, d'autres possibilités et du débat démocratique quand il a lieu, en fait, il nous est aussi favorable. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Nordine Idir, des élus pas comme les autres. En quoi les élus communistes sont-ils différents pour vous des autres responsables politiques, je dirais au niveau local, puisqu'on va entrer bientôt dans la période des municipales. Qu'est-ce que ça change pour les citoyens d'avoir une mairie communiste plutôt qu'une mairie, on va dire, UMP ou socialiste ? C'est l'idée de faire vivre ces idéaux dès que possible, immédiatement, de faire des localités, des municipalités, des conseils généraux, régionaux, des lieux de résistance, d'ambition, d'invention d'un autre monde. Et ça se traduit concrètement dans des services publics de qualité, dans la bataille de l'emploi, d'être auprès des citoyens. Alors, je sais que pour beaucoup de jeunes notamment, un élu communiste, c'est un élu comme un autre. Donc c'est aussi notre rôle de montrer notre singularité, mais dans les actes. Et voilà, c'est ça que j'ai aussi envie de montrer. C'est pas une fin en soi d'être élu, c'est en tout cas la logique qu'on essaye de porter. Y compris nous, le mouvement Jeunes Communistes, on n'a pas vocation à se présenter aux élections, on est plutôt un mouvement d'éducation populaire. Mais en tout cas, c'est ça qui doit faire sens de notre engagement et de vraiment relayer dans les institutions les batailles politiques qu'on peut mener un peu partout dans nos quartiers, dans la rue. Et en même temps, on a le sentiment que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, l'influence des communistes commence à se réduire. On a vu quand même quelques bastions communistes passer du côté des socialistes, notamment sous la houlette de Claude Bartolone. Est-ce que vous avez le sentiment que le Parti communiste est en train de perdre du terrain, particulièrement en Seine-Saint-Denis ? Moi je pense que y a certainement des erreurs qui ont dû être menées, certainement une déception. Moi je rappelle que, prenons le cas de la Seine-Saint-Denis comme vous le dites, ce qui nous a fait avant tout mal, c'est l'abstention, plus qu'effectivement le fait que d'autres forces politiques les gagnent, c'est-à-dire qu'on n'a pas su mobiliser. Moi, j'ai pas connu cette période, mais mobiliser un certain nombre de citoyens déçus de la politique, qui voyaient plus peut-être dans nos villes autre chose, des lieux de résistance. Mais depuis quelques années, j'ai plutôt le sentiment que... Je vais vous prendre un exemple. En 2007, j'ai fait ma première campagne présidentielle en tant que militant. Pour beaucoup de gens, ce qu'on disait, c'était presque risible, quoi.
C'est-à-dire qu'on nous disait, bon, vous avez des belles propositions, mais c'est pas applicable, hein, puis on peut pas faire autrement. Depuis, la crise est passée par là, et 2012, on a fait des rassemblements avec des centaines de milliers de personnes. On a su rassembler, je pense que c'est aussi ça le cœur de notre action et de notre démarche. Et puis finalement, nos propositions commencent à reprendre du poil de la bête, de l'écho, donc on peut que s'en féliciter. Maintenant, il faut que ça se traduise évidemment dans les gens. C'est l'influence aussi du rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon, qui est effectivement quelqu'un qui passe très bien à la télévision, qui est vraiment écouté en France. C'est une des personnalités politiques importantes du paysage politique français. Oui, mais là-dessus, je pense qu'on a aussi compris que, en tant que communiste, la question du rassemblement, de le montrer, de le faire vivre par les actes, notamment par une démarche de rassemblement, pas que dans les urnes, mais vraiment d'être présent partout dans des collectifs, etc. Ça a montré que notre parole, elle est offensive, elle est claire, mais elle est surtout à l'écoute des gens. Et je pense que c'est ça qui a fait notre cœur. Et Jean-Luc Mélenchon, évidemment, avec ses qualités, a su être un porte-voix assez fort, assez brillant en 2012. Alors, on a l'impression tout de même que maintenant, il y a deux stratégies différentes entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste sur la stratégie au municipal. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas d'alliance avec le Parti socialiste au premier tour. Il n'a d'ailleurs pas été très tendre avec le PCF à Paris. Quelle est la stratégie des communistes pour ces municipales ? C'est garder les mairies à tout prix ? Ça, je laisserai la parole aux dirigeants du Parti communiste. Après, je peux en dire quelques mots. Vous, ce que vous en pensez. Ouais. Nous, ce qu'on en pense avant tout, c'est que ce débat-là, il n'est pas à la hauteur de l'échéance qui arrive. C'est-à-dire que ce qu'on voit poindre, c'est une forte abstention des jeunes due à la déception par rapport au changement qui n'arrive toujours pas. Donc nous, on va vraiment essayer de mobiliser sur cette question de la lutte contre l'abstention, de l'inscription sur les listes électorales, de l'utilité de voter, et l'utilité de voter, de considérer que son vote compte, que sa vie va changer dans les collectivités, les municipalités, c'est quelle proposition on a. Et évidemment, la question de l'emploi, elle est centrale, mais pour plein de jeunes, c'est aussi comment se déplacer, comment avoir accès à la culture. Et ça, on a des choses qui marchent dans les villes, il faut les mettre en avant. Et du coup, la question des alliances avec qui on travaille, elle se pose quand on arrive à avoir des débats sérieux et constructifs. Et je vous cache pas qu'il y a des endroits où avec les socialistes, c'est sûr qu'on sera en accord. Parce que voilà, on est d'accord pour dire gratuité des transports, on est d'accord pour dire gratuité des manuels scolaires. Mais il y a certainement d'autres endroits où on ne le sera pas, on prendra acte. Donc ce sera du cas par cas. C'est pas du cas par cas, c'est pas du cas par cas. Parce que la question, elle est, on porte le même contenu partout. La question, elle est, dans quelle mesure, quel cercle on arrive à rassembler. Et il y a des situations locales, malheureusement, ou pas, parce que ça a toujours existé en vrai. Mais au-delà de ça, il faut rappeler que les listes de rassemblement, en tout cas à gauche, très souvent impliquent aussi des gens non encartés. Et j'ai un peu peur qu'on n'ait pas le débat avec ces citoyens, notamment ces militants associatifs, qui eux ont des choses à porter et qui sont incontournables dans nos villes. Est-ce que vous continuerez à militer pour le droit de vote des étrangers aux élections locales ? Ils ne pourront pas participer à ces élections en mars prochain. Est-ce que c'est un combat que vous portez ? Ah bien sûr, tout à fait. Et si on peut faire en sorte que demain, un maximum de villes et d'autres collectivités votent des motions appelant à ce que notre Parlement prenne ses responsabilités, que notre gouvernement prenne ses responsabilités, on le fera évidemment. Et je pense que cette question du droit de vote des étrangers, elle n'arrivera que si vraiment on inverse le climat puant qu'il y a autour des questions d'immigration et de citoyenneté dans ce pays. Donc il faut mener le débat et faire percer la mobilisation pour qu'elle se fasse entendre dans les institutions. Je vous remercie, Nordine Idir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France. Bonsoir. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.